Alors, avant de parler du sujet, juste une remarque par rapport au torchage et aux émissions de gestes. Il y a des moyens satellites qui se développent très rapidement aujourd'hui. Et je, enfin, une question que je me pose, c'est de quelle manière cela impacte-t-il les opérations courantes de Sonatrach et Total? On pourra évoquer ça plus tard dans les questions ou dans un autre atelier. Alors, je me présente très brièvement. Donc, je suis moi-même ingénieur gisement de formation. J'ai démarré dans ce domaine il y a une vingtaine d'années, peut-être même une trentaine d'années dans le groupe IFP, filiale Franlab, et j'ai eu l'occasion par la suite d'ailleurs de travailler sur des champs algériens. Donc, je connais un petit peu la région. J'ai créé en 93 EOSIS, qui est une société qui se spécialise en géosciences, en prospection minière et pétrolière, en développement de champs, et qui est intervenu également sur beaucoup de sujets, je dirais, plus environnementaux, plus liés à la géothermie, aux ressources en eau. Et ça nous donne une vision globale de la problématique actuelle autour du cycle du carbone et donc de la décarbonation de la production et d'hydrogène dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Alors, je travaille aussi pas mal depuis 6 mois sur un projet de résolution pour la COP26, mais c'est un autre sujet dont on pourra parler à un autre moment. Alors, je vais expliquer rapidement les modes de capture du carbone et puis après les modes de stockage du carbone. Donc, ceci avec un éclairage algérien, compte tenu des éléments qu'on peut avoir étant à distance, sachant que ces deux aspects vont être importants dans l'exposé qu'on fera cet après-midi sur l'hydrogène. Alors, tout le monde connaît les, comment dire, les méthodes dont on parle le plus actuellement, sur lesquelles il y a un historique, ce sont celles qui se situent dans les effluents, enfin, qu'on applique en effluents de centrales thermiques électriques, où on est sur des flux qui contiennent entre 1 et 15 de gaz carbonique. Donc, ceci se situe plutôt, si on était en Algérie, vers les zones côtières, vers les zones de production électrique, près des centres de consommation, ou bien en Europe ou aux États-Unis, près des centres de consommation également. Et ça implique donc de faire des stockages de carbone, de CO2 qui soient proches. Dans le cas algérien, on a des potentialités qui pourraient être liées à la production d'hydrogène, qui pourraient être sur des flux contenant du gaz carbonique en beaucoup plus forte proportion. Donc, si on applique ça sur des réformeurs SMR, des réformeurs ATR, alors là, je pourrais expliquer plus loin, ou mieux encore, sur des systèmes de production d'ammoniac, on va travailler sur des flux qui seront de 15 à 80% de CO2, et ce qui va abaisser fortement le coût de capture du carbone. Donc voilà, là, ce que j'ai figuré à gauche, c'est un petit peu l'intensité du flux de carbone qu'on peut capter et la situation de l'Algérie. On a les zones de production gazière au sud et les centres de production au nord. L'autre façon de capturer du carbone, enfin du CO2, c'est dans l'air. Aujourd'hui, on voit des sociétés comme Microsoft, Google, etc., qui investissent massivement dans ces procédés de capture. Il faut savoir qu'on travaille avec des flux extrêmement faibles. C'est le teneur de gaz carbonique dans l'air, 0,04%. Donc, on se demande un petit peu le sens de tout ça. Alors, il existe aussi, et c'est important, parce qu'on va y revenir au niveau des systèmes de stockage, d'autres méthodes qui sont, enfin, d'autres technologies naturelles, qui sont les cycles biogéochimiques, on voit un bassin versant, où le carbone va être fixé soit sous forme de carbonate par l'altération de roches, soit sous forme de particules organiques qu'on va retrouver dans les effluents des rivières. Et tout ceci va pouvoir accentuer, enfin, favoriser le développement de fixation du carbone dans les écosystèmes côtiers. Donc, il y aurait un aspect de réflexion à avoir en Algérie sur ces modes naturels, comment les développer en compensation de modes plus industriels qu'on a évoqués avant. Donc,
parlons maintenant des moyens de stocker le carbone. Donc, il y a en fait deux grandes classes de stockage, on va dire. Il y a ce que j'appelle les stockages géologiques qui prennent ce carbone et le remettent dans le cycle géosphérique dont il provient. Parce qu'il faut bien savoir que quand on produit des hydrocarbures, en fait, c'est un carbone qui n'est pas dans la biosphère ou dans une biosphère extrêmement difficile à atteindre à des milliers de mètres de profondeur. Donc, il ne participe pas activement au cycle biosphérique actuel et c'est l'origine du problème de son augmentation dans l'atmosphère. Donc, il est de loin préférable de pouvoir le remettre dans ces cycles-là. Il y a aussi des méthodes non géologiques qui c'est par exemple d'accroître la croissance des agrosystèmes ou des forêts, où en fait on va mettre ce carbone comment dire, en stock pendant quelques centaines d'années ou dizaines d'années, voire moins si ces forêts brûlent, mais il va se retrouver aussitôt dans le cycle atmosphérique et on n'aura pas vraiment fait avancer les choses. Le pire de tout étant les obligations vertes et tous les outils financiers qui, eux, ne le stockent pas en fait, hein, c'est que du virtuel. Alors je reviens donc sur les méthodes de stockage géologique. Je passe très rapidement, hein, bon, on peut le stocker dans des mines de charbon, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent, mais c'est il y a un gros potentiel de stockage. Il y a les aquifères salins, il y a les formations salifères dans lesquelles on peut développer des cavités, et il y a bien sûr, et je crois que c'est très important pour l'Algérie, tout ce qui concerne les gisements déplétés, et on y reviendra cet après-midi. Bon, d'autres méthodes sont celles qu'on a évoquées plus tôt, donc l'altération des roches, la biominéralisation et quelque chose aussi qui sera important de regarder en Algérie, c'est les matériaux de construction, puisqu'on est en train de développer aujourd'hui certains matériaux qui absorbent le carbone atmosphérique. Voilà, donc je vais m'arrêter là, c'est un peu rapide, mais c'est surtout l'objet d'ouvrir des questions. S'il y en a. Je te laisse la parole, Jean-Pierre. Je crois qu'on ne t'entend pas. J'avais pas remis, je coupe mon micro en fait. Moi, je trouve très très clair, enfin très intéressant là ce que tu nous expliques. Euh, euh, Ceux qui opèrent aujourd'hui en Algérie, est-ce qu'ils ont déjà discuté sur ces sujets-là? Bon, bien sûr, Total peut encore répondre, mais est-ce que ces sujets de capture de carbone et de séquestration, c'est des sujets que vous entendez aujourd'hui, qui sont débattus, qui sont sur la table? On Alors, dirait que non. si personne n'a les réponses à cette question, peut-être, est-ce que ça, alors je reformule la question, est-ce que ces sujets-là aujourd'hui sont, je dirais, trop avancés ou peut-être pas suffisamment concrets encore en Algérie sur les projets qui sont aujourd'hui discutés? Quel est là le sentiment euh, de vous, mesdames et messieurs, qui êtes donc opérateurs en Algérie? Bon, peut-être on laisse cette question alors pour. Patrick, tu voulais toi-même peut-être y répondre. Ou est-ce que Euh, tu as un sentiment? Parce que mon tu as quand sentiment, même travaillé sur le sujet. voilà, c'est qu'il y aurait vraiment une approche nationale à avoir sur ce sujet, à mettre toutes les choses à plat. Et on va voir que c'est très lié au devenir du système pétrolier et gazier algérien. Je vais en parler plus cet après-midi, euh, mais bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Algérie est un gros exportateur de carbone. Avec le gaz, c'est du carbone qu'on exporte. Et il va y avoir de plus en plus des restrictions par rapport au devenir de ce carbone. Et la réflexion sur les modes de capture, à mon avis, doit être centrale à
reconception complète du système pétrolier. En tout cas, c'est un sujet qui est sur la table de notre côté. On est prêt évidemment à en discuter avec toi, Patrick, avec tous les acteurs en Algérie qui veulent s'impliquer sur ces sujets-là. Ce que je propose, c'est que comme il nous reste très peu de temps quand même, enfin, dans le temps imparti, mais qu'on prenne le temps quand même de dire un mot sur le sujet du virtual pipeline. Donc, sujet qu'a préparé Francisco Merino. Est-ce que Francisco, s'il est là, à toi de prendre la main. Est-ce qu'il est là, Francisco? Alors, en fait, soit il est là, soit s'il n'est pas là, c'est comme convenu, c'est François, tu dis un mot sur ce qu'il avait préparé. Et puis là encore, on fera réagir la salle. François, tu es sur un mute. François, peux-tu activer ton micro? Merci. Est-ce qu'il entend? François, est-ce que tu entends? Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, voilà. Là, maintenant, on t'entend. Très bien, merci. Tu peux prendre la main donc, sur le sujet du virtual pipeline? Oui, alors, donc c'est quelque chose qui a été présenté préparé par Francisco Merino de la société ProcessTech. Donc, il propose une notion dite de virtual pipeline. Je vais vous dire ce que j'en ai compris. En fait, ton écran. Tu partages rien là, mais c'est volontaire peut-être. Ah non, alors je vais partager, excusez-moi, il faut que je revienne. C'était pas mal comme ça aussi, hein? Non, je vais, si j'y arrive, mais j'y arrive pas. Bon, c'est ce que je vais dire. Ce que je vais dire, donc, puisque c'est en quelques mots, je vais pas aller dans le détail de la présentation, simplement dire que ProcessTech installe des équipements de toute taille qui sont d'une part qui permettent de sortir le gaz du brut, donc le traitement en tête de puits sur un champ de pétrole brut, pour les raisons que j'exposais tout à l'heure, avoir la nécessité de séparer les phases, mais aussi ils sont capables de sortir du gasoline d'un gaz humide. Et alors, ils ont travaillé, ils ont des réalisations dans plusieurs régions, notamment en Équateur, avec Petroéquateur, mais aussi en Venezuela. Et une de leurs idées est de dire qu'il peut être astucieux de transporter le gaz dissous dans le brut et de faire l'extraction finale du brut que dans un point de regroupement. Et donc, ça permet d'éviter ou de réduire les installations de traitement, voire la nécessité de torchage en tête de puits, pour reporter ce traitement en un point central où, bien sûr, il y a plus de flux, puisqu'on collecte le flux de plusieurs puits, et de faire là un traitement, et donc de séparer le gaz et de lui trouver une utilisation économique. Donc, voilà certaines des notions qu'ils développent. Et lorsqu'ils parlent de pipeline virtuelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un pipeline, eh bien, en fait, c'est les camions qui font le travail, mais le gaz se trouve transporté, dissous dans le liquide, des différents puits vers la station de traitement. Voilà ce que j'ai compris de cet exposé. Et vous verrez dans les documents qui seront établis après la conférence, donc, les réalisations qu'ils ont faites, donc, comme je disais, en Équateur et au Venezuela. Donc voilà ce que je peux dire en quelques mots.